Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de cette 28e journée de course, 4e semaine de compétition. Et oui, qui vient de se conclure, enfin qui se conclut aujourd'hui, aux alentours de 13 heures pour cette 4e semaine de compétition. Semaine de compétition qui a été assez rapide quand même pour les concurrents de tête, mais qui a été marquée par les dépressions et par l'entrée par la majorité des concurrents. Désormais, dans les mers du Sud, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les 24 dernières heures. Est-ce que le plan de Charlie Dalin, au final, a fonctionné? Et on parlera également des autres concurrents et des problèmes sur les dernières heures de course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme et biathlon. Ce soir, on fait le débrief des deux Mastart. Normalement ce soir. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez me soutenir de deux moyens. Soit vous rajoutez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Deuxième solution, eh bien, vous pouvez faire un super thanks, mais ça c'est seulement et seulement si vous en avez les moyens et que vous en avez l'envie. On commence tout de suite par la vidéo du jour avec la situation météo. Alors vous voyez que là, les concurrents de tête sont, on va dire, un peu dans une zone de transition. C'est-à-dire que la dépression dans laquelle ils étaient et qui leur a permis de traverser une partie de l'océan Indien s'est échappée. Et il va falloir attendre la nouvelle dépression, la nouvelle grosse dépression qui va être là. L'avantage pour les bateaux de tête, comme vous pouvez le voir, c'est que la zone de transition n'est pas calme du tout. Il y a du vent quand même, 19-20 nœuds de moyenne sur les fichiers météo que là nous avons. Donc ça veut dire que ça avance quand même. Et c'est là, c'est ce qui permet à Charlie Dalin pour le moment d'avoir une option qui fonctionne. Parce que autant hier, quand on voyait un petit peu l'évolution des fichiers météo, je me disais ça va pas être top pour Charlie Dalin, le vent a l'air de taper vraiment de côté et pas dans une situation idéale, ce que dans la réalité, en fait, ça n'a pas été totalement le cas. Le vent était un petit peu plus trois quarts d'eau pour lui, ce qui fait que ça l'a un petit peu poussé et ça lui a permis de faire une moyenne intéressante. En fait, il a très peu perdu de terrain par rapport aux concurrents de derrière que sont Johan Richomme et Thomas Ruyant. Donc, ce qui fait que Thomas Ruyant et Johan Richomme désormais sont à une journée de navigation. On peut donc dire que l'option de passer par le sud a été gagnante pour Charlie Dalin. Du côté des bateaux de derrière, donc là vous voyez en ce moment donc Thomas Ruyant et Johan Richomme sont également dans cette zone de transition, mais bien entendu ils vont récupérer du vent fort un petit peu plus tôt, ce qui va les permettre de les catapulter normalement ici. Ce qui va être compliqué à gérer maintenant pour Charlie Dalin, mais comme pour pas mal de concurrents qui rentreront dans cette zone, c'est cette zone de glace qui est extrêmement haute au niveau du cap Lewin. Et donc le problème, c'est grosso modo la surface de jeu en largeur, elle est extrêmement réduite. Vous avez 313 000, avec grand maximum, si cet anticyclone-là monte un petit peu plus haut, il y aura peut-être 350, 380 000, mais pas beaucoup plus. Ça veut dire que la zone de jeu est extrêmement réduite pour avoir des options stratégiques. Donc tout le monde devrait à peu près se retrouver ici, sur la route idéale. Dans les jours à venir avec cette dépression qui demain donc avancera sur les concurrents et avec une autre phase de transition qu'il faudra franchir pour des Jérémy Bayou et autres comme vous pouvez le voir, parce que la dépression va passer assez vite au final sur eux et donc ils auront une zone de transition à avoir entre deux dépressions, mais ça devrait plutôt bien se passer avec quand même pas mal de mers, que ça soit pour Charlie Dalin mais également pour Johan Richomme, Thomas Ruyant dans les heures à venir. Donc voilà, il va falloir ça va être encore une journée difficile et il faudra attendre, je pense, le passage de cette dépression pour avoir ensuite une mer un petit peu plus calme. La mer est plus calme, par contre, vous voyez, pour le groupe Boris Herman,
Mais le vent également aussi est très calme parce qu'ils n'ont pas du vent très fort. Mais ils avancent quand même, ces bateaux-là, hein, vous voyez, 470 000. Donc ils avancent sans perdre trop de temps par rapport au groupe de tête. Hein. Si on voit Justine Métro, il y a 1200 000, c'est à peu près les écarts qu'on avait hier. Donc avec du vent qui va se renforcer au fur et à mesure, hein, vous voyez, de la journée, qui devrait leur permettre de quitter les îles Kerguelen. Mais il faudra jouer avec cette zone de molle et ne pas tomber dedans, ce qui ne va pas être facile à gérer. Voilà, cette zone de molle. Les concurrents qui sont en ce moment dans les conditions les pires, Romain Attanasio, Benjamin Dutreux, surtout Romain Attanasio qui est en train d'être rattrapé par le front. Pip Air qui était déjà dans le front hier, elle va le voir vraiment lui passer sur elle aujourd'hui. Et Benjamin Dutreux, lui, son objectif, c'est de rester devant ce front le plus possible. Pourquoi? Parce qu'il aura peut-être du vent un petit peu plus calme à un moment. Donc son objectif, voilà, ça va être de cravacher pour être devant ce front, en sachant que pour les concurrents de ce groupe de 3, hop là, une énorme zone de molle. Eux, ils auront une grosse zone de transition avant d'attendre l'autre dépression. Ce qui ne sera pas le cas de Damien Seguin, ce qui pourrait peut-être lui permettre de gagner des positions, lui qui est parti extrêmement nord dans cette affaire-là. Du côté des bateaux des dériveurs, vous voyez qu'en ce moment, Jean Le Cam s'est un petit peu échappé à l'avant de la course. Il a réussi à ne pas tomber dans cette zone de molle qui va continuer à avancer, mais qui va plutôt s'étaler en largeur et pas trop en hauteur. Donc ça devrait permettre d'éviter la zone de molle pour ce groupe de 3, ici. Et ensuite, vous voyez, là, la dépression qui continue d'avancer et donc qui devrait passer sur Jeannot Le Cam normalement, hein, dans la journée de demain. Il devrait subir la dépression. Zone de transition qui va être assez réduite en temps avant une autre dépression très forte, hein, vous voyez, parce que là, il y a du vent violet et qui devrait donc passer au-dessus des concurrents des bateaux à dérive d'ici, je pense, mercredi. Je pense, voilà, pour les bateaux à dérive, cette dépression-là. Oui, on va dire mercredi. Peut-être mardi dans la soirée, mercredi, ça sera une grosse dépression. Et du côté de Salboche-Verès, on va réussir à avancer. Hop, eh bien, il rentre enfin dans les mers du Sud avec, il commence à avoir pas mal de mers. On va falloir un petit peu quand même qu'il cravache pour essayer de descendre vite vers le cap de Bonne-Espérance parce que sinon, il va se retrouver dans la queue de la dépression. Pardon. Et cette queue de dépression, ça va faire un peu comme Isabelle Yoshke par exemple. Il va falloir jouer avec des zones de molle. Et ça va être moins facile. Donc lui, l'objectif, ça va être de descendre. Il y aura peut-être l'objectif de descendre très sud vite pour aller choper les dépressions vite. Mais le problème, c'est que vous vous retrouvez avec plus de mer. Donc est-ce que c'est intéressant pour Salboche-Verès, qui a déjà un bateau qui a subi un petit peu des dommages? C'est pas évident. Donc voilà, quelques petits casse-têtes en perspective. La plupart des concurrents du groupe des bateaux à dérive, on voit, reprennent une voie nord, parce qu'on s'aperçoit déjà qu'il y a une zone de molle dans laquelle sont tombés Guéret Soudé et Louis Duc, et on s'aperçoit qu'on a du mal à faire des grosses moyennes, parce que souvent on a de la mer qui est assez formée. Donc c'est vrai qu'en remontant plus nord, on peut faire des meilleures moyennes et être moins gêné par cette mer formée, surtout que la dépression suivante, vous voyez, va être quand même très sud. Donc par le nord, on doit pouvoir s'échapper et aller dans de la mer à 2,50 m, 3 m, ce qui est plutôt intéressant de ce côté-là. Du côté de la température de l'air, c'est vrai qu'on en parle assez peu des conditions climatiques, eh bien il fait pas très chaud, hein, devant. On est à 8-9 degrés et Jérémy Bayou, lui, est à 12,5 degrés. C'est l'endroit le plus froid en ce moment de la course, c'est autour des Kerguelen avec le groupe Justine Métro. Et Jean Le Cam et Damien Seguin, eux, sont dans les conditions les plus idylliques avec 17 degrés. Comme Salboche-Verès aussi, qui est encore dans des conditions chaudes pour le concurrent hongrois. On regarde les différents problèmes techniques. Alors on va commencer avec Louis Burton. Louis Burton est arrivé enfin à Cape Town. Voilà, vous voyez le bateau qui est en transparent est arrivé à Cape Town. Donc là, il va y avoir des réparations de son équipe technique pour stabiliser le bateau. Et puis ensuite, convoyage retour en équipage vers le port, je ne sais pas c'est quoi le port de Louis Burton, mais vers la France. Donc voilà, il y aura quand même une grosse distance à faire. Donc comme il y a une grosse distance à faire, faut réparer. Il faut stabiliser le bateau un maximum avec des pièces de rechange. Je pense qu'ils ont dû être emmenés
en avion, dans un avion pour ramener certaines pièces parce que voilà, il manquait des pièces de réparation pour Louis Burton. Parmi les problèmes techniques, eh bien Charlie Dalin, oui, qui va devoir faire des réparations. Fuite de gasoil au niveau du moteur pour Charlie Dalin. C'est toujours très contraignant parce que déjà, ça salit le fond du bateau, parce que ça veut dire qu'on a moins de possibilités de recharger les batteries. Or, l'électricité, c'est hyper important sur ces bateaux-là, que comme ils sont sur des bateaux de pointe, on n'a pas mis tant de panneaux solaires que ça, parce qu'un panneau solaire, ça alourdit quand même un peu la structure du bateau. Or, on essaye de faire des bateaux légers. Donc, du côté de Charlie Dalin, ça serait bien d'être en capacité de réparer sa fuite de gasoil. Donc, il va s'y atteler maintenant. Ce qu'il disait, c'était compliqué jusqu'à maintenant parce qu'il y avait beaucoup de manœuvres à faire. Déjà, premièrement, ce que j'appelle moi des jibes, ce qu'on appelle en fait des empannages. Mais moi, les empannages, c'est vraiment quand il y a un virement qui dure longtemps. Quand vous avez ces petites vaguelettes-là, moi, je dis souvent, oh tiens, il a fait des petites jibes. Voilà, j'utilise le terme jibe pour ces petits changements de direction là, pour ces petits zigzags là, et quand il y a un vrai changement de bord long, là je dis changement de bord, empannage, virement de bord, mais là voilà, j'utilise le mot jibe pour ces petites vaguelettes là, notamment quand on joue avec la ligne des glaces comme c'est le cas pour Charlie Dalin. Donc voilà, petite réparation de cette fuite de gasoil. En fait, il avait cette fuite de gasoil déjà depuis 2 jours. Mais comme il faisait la course contre la montre avec cette dépression, il ne pouvait pas réparer parce qu'il tirait maximum sur le bateau. Donc là, il va pouvoir réparer, pouvoir se reposer aussi pour Charlie Dalin. Clarisse Kremer, elle, petit tuto comment sécher ses bottes pour Clarisse Kremer. Oui, c'est un vrai problème d'humidité sur les bateaux. Un IMOCA, ça agite beaucoup, donc ça mouille beaucoup. Contrairement à un multicoque. Ce qui fait qu'à ces allures-là, vous pouvez avoir des petits soucis. Ça a été le cas pour Jean-Luc Ham. Bon, on commence déjà avec Clarisse Kremer. Elle a mouillé ses bottes, tout simplement. Et autant vous dire que quand il fait 4 degrés à l'extérieur, il doit faire 7-8 dans le bateau, pas beaucoup plus. Donc voilà, du côté de Clarisse Kremer, il faut sécher ses bottes parce que ça serait bête d'attraper froid et de perdre de l'énergie dans ces mers du Sud qui sont déjà très compliquées. Donc voilà, du côté de Clarisse Kremer, les bottes humides. Donc le petit tuto de Tata Clara, c'est de mettre de l'essuie-tout pour sécher les bottes. Moi, je lui conseille même de démarcher des entreprises d'essuie-tout l'année prochaine, pour trouver un nouveau partenaire. Si l'Occitane en Provence arrête, je sais pas, il y a OK par exemple du côté des essuie-tout pour avoir un nouveau sponsor, parce que là il y aurait un partenariat à trouver. On poursuit avec Jean Le Cam. Jean Le Cam, lui, c'est son lit qui a pris l'humidité. Il y a eu une vague qui est rentrée dans le bateau, pourtant les cockpits sont très fermés, notamment le bateau de Jean Le Cam, mais il n'est pas totalement fermé à l'arrière, le bateau de Jean Le Cam. Il n'y a pas de bâche par exemple, comme c'est le cas pour Benjamin Ferret, qui a une bâche qui ferme complètement, on va dire, sa casquette. Et donc, il y a eu une vague et l'eau est rentrée à l'intérieur du cockpit, ce qui n'est pas vraiment agréable. Ça a notamment mouillé son matelas, donc il a essayé de faire sécher tout ça, sauf que, encore une fois, c'est compliqué de faire sécher le matériel. Alors, vous avez bien des zones un petit peu de chaleur, je pense au moteur. Certains ont des chauffages, des tout petits chauffages d'appoint, faut pas penser des petits chauffages soufflants comme vous pouvez mettre, je sais pas, dans les salles de bain, vous savez, les petits chauffages à 20 balles que vous trouvez dans les supermarchés. Et il y a aussi les batteries. Les batteries qui stockent l'énergie, parce que les batteries lithium, ça chauffe aussi. Donc voilà, il y a ces petites zones-là, mais faut pas croire qu'il fait 25 degrés dans les bateaux. Il fait pas 18 non plus. Du côté des bateaux, donc c'est vrai que pour faire sécher quelque chose, quand il y a beaucoup d'humidité déjà dans l'air, et en plus quand il fait pas chaud, c'est un petit peu compliqué. Et encore, Jean Le Cam est dans les conditions les plus idylliques pour le moment, parce qu'il fait 17 degrés sur les fichiers, donc c'est presque des conditions parfaites pour Jeannot Le Cam. Benjamin Ferré, du côté de Benjamin Ferré, je vais le retrouver au classement. Juste derrière Tanguy Le Turquet, devant Giancarlo Pedotte. Alors il est devant Giancarlo Pedotte parce que Giancarlo Pedotte est plus loin de la route idéale
que lui. Le classement se fait par distance par rapport au but. Et donc là, il est un peu plus loin, Giancarlo Pedoté, que Benjamin Ferré. Mais Benjamin Ferré, très fatigué. Et ce qui fait qu'il disait que comme il était fatigué, Benjamin Ferré, il avait tendance à faire des petites bêtises. Ça nous arrive, hein. Vous savez, quand vous avez dormi à 4-5 heures, vous avez mal dormi pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, et à un bout d'un moment, vous manquez de lucidité, vous faites des bêtises ou vous oubliez des choses. Eh bien, c'est ce qui arrive à Benjamin Ferré, et notamment avec une écoute. Voilà, il a fait une bêtise, ça lui a coûté beaucoup de temps, ça lui a coûté encore plus d'énergie. Et oui, ça lui a coûté énormément de temps dans l'affaire. Et puis, je termine avec Kojiro Shiraishi et ses 5 lattes de grand voile. Et bien, Kojiro, il a réussi à réparer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ce qui fait qu'il a eu une journée un petit peu compliquée hier. Une journée fatigante, mais une journée où le bateau a assez peu avancé. Mais il a énormément réparé son bateau. Tout est de nouveau en marche. Et notamment, il y avait d'autres petits soucis avec ce problème de latte de grand voile. Il y avait d'autres choses qui s'étaient un petit peu endommagées, donc ça a pris beaucoup de temps à réparer. Il a dit qu'il a passé une journée et qu'il s'y a été vraiment impliqué à 100%, ce qui fait qu'il n'avait pas mangé, notamment Kojiro, pour tenter de réparer au maximum. Pas dormi non plus, ça lui a pris une grosse vingtaine d'heures pour réparer, et donc là ensuite il allait manger et se restaurer, dormir, récupérer Kojiro Shiraishi, mais il a tout réparé. Ça faisait même... c'était triste pour lui parce que bon, voilà, il vit la course lui à 100%. Le Vendée Globe, c'est un objectif complètement de vie pour Kojiro, et le finir, c'est déjà un objectif, et tu le voyais qu'il était vraiment attristé de son erreur, et que il se disait, est-ce que je vais pouvoir continuer, est-ce que je vais pas pouvoir continuer. Et bon, il a réussi à tout faire fonctionner Kojiro, donc bravo à lui pour cette belle réparation. Bon, eh bien on passe au classement. On va donc parler de cette option Charlie Dalin. Elle a fonctionné cette option, hein. Je disais que j'attendais aujourd'hui, pourquoi j'attendais aujourd'hui? Parce que déjà, il retrouve à peu près une route proche de la route idéale, comme vous voyez, de cette ligne rouge. Deuxièmement, j'attendais parce que hier, les fichiers météo, je le disais, ils étaient quand même plus favorables pour Johan Richomme et Thomas Ruyant, sauf que dans la réalité, ça n'a pas été le cas. Donc je me disais, est-ce qu'ils vont pas pouvoir récupérer 80 000, 100 000 hier dans la journée? Ça n'a pas été le cas. Vous voyez, Charlie Dalin, il fait 361 000 de parcouru, et pourtant il y a beaucoup de manœuvres. Et 386 pour Johan Richomme et 382 pour Thomas Ruyant. C'est-à-dire que Thomas Ruyant et Johan Richomme ont repris 20 000 seulement sur Charlie Dalin, sauf que il y en avait 500 de retard. Donc autant vous dire qu'il y en a toujours 500, et ça veut dire que désormais Johan Richomme et Thomas Ruyant ont 1 jour de retard sur Charlie Dalin. Donc c'est une option qui était risquée, mais c'est une option qui a extrêmement bien marché pour Charlie Dalin. Est-ce que c'est un premier pas vers la victoire? C'est encore trop tôt. Nous ne sommes pas encore au Cap Lewin. Il va falloir traverser le Pacifique, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des problèmes techniques déjà sur le bateau de Charlie Dalin. Et 500 000, c'est pas suffisant encore s'il y a du vent difficile dans la remontée de l'Atlantique Sud. Parce que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin lors de la dernière édition plutôt, une Isabelle Yoshke qui était à 1200 000, 1300 000 était revenue quasiment à 200-300 000. Donc tant que je dirais qu'il n'y a pas 1000 d'écart, pour l'instant c'est pas suffisant, voilà, pour Charlie Dalin, mais c'est déjà un petit pécule. Les 1000 qu'il a accumulés là ne sont plus à prendre, on va dire ça comme ça. Il s'est rapproché du but, il s'est rapproché de l'arrivée. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour Charlie Dalin. Si en plus, le seul problème qu'il a sur son bateau, c'est une fuite de gasoil, vu les conditions qu'il a pris dans la gueule, vu le risque qu'il a pris, j'ai envie de dire, fuite de gasoil, les voiles sont toujours là, il n'y a pas trop de poulies qui ont l'air d'être cassées. Bon, par rapport à Richomme qui doit réparer des poulies, ou un Sébastien Simon qui a pris du vent très fort, qui a peut-être des petites choses à réparer, je dirais que c'est plutôt pas mal du côté de Charlie Dalin. Premièrement, pourquoi c'est pas mal? Parce que bon, il gagne du temps par rapport à Richomme, Thomas Ruyant, également par rapport à tous ses adversaires derrière, hein. Vous savez que Bayou, Luven sont également plus loin.
se retrouve quasiment à 2 jours de navigation. Mais aussi, c'est une bonne nouvelle parce que, en gros, l'adversaire le plus proche, c'était Sébastien Simon. Sauf qu'il a perdu du temps régulièrement, Sébastien Simon. Donc, il n'a pas réussi à suivre la cadence imposée par Charlie Dalin. Sauf sur les 24 dernières heures, parce que Charlie a fait 361 000 contre 400 pour Sébastien Simon, qui a fait même plutôt une belle journée, Sébastien Simon, même si d'autres concurrents ont réussi à aller plus vite, notamment le groupe de derrière, pas le groupe le Richaume Ruyant, hein, ça vous l'avez bien compris, qui vont quand même un petit peu plus vite sur les 4 dernières heures, hein, 85 et 87 000 de parcourus contre 53 seulement, avec des conditions de vent qui sont un petit peu plus favorables pour le moment et surtout moins de manœuvres, hein, parce qu'ils sont plus loin de la zone des glaces, donc plus de possibilités de jouer avec la surface de jeu, on va dire ça comme ça. Mais ceux qui ont réussi à avancer extrêmement fort, c'était la fameuse dépression d'hier de Samantha Davis. Donc Samantha Davis qui avait fait le record hier, qui avait fait la meilleure distance en 24 heures. Eh bien, désormais, c'est Jérémy Bayou. Pourquoi? Parce que cette dépression-là, elle amène assez peu de mer, donc ce qui permet aux bateaux de voler. Et donc, Jérémy Bayou et Nicolas Luven s'en sont donnés vraiment à 100%, se sont donnés à 100% dans l'affaire. Et 500 000 de parcourus par Nicolas Luven. Donc, c'est une très belle journée, 86 400 sur les 4 dernières heures. Mais Jérémy Bayou a fait encore mieux sur les 4 dernières heures avec quasiment 96 000 de parcourus, 486 au final. Donc, belle performance des deux et surtout une VMC qui est proche de leur vitesse, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment avancé vers l'Est. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Jérémy Bayou et pour Nicolas Luven, et surtout leur option nord a mieux marché que le groupe des sudistes de ce côté-là, avec Paul Meillat, avec Sam Goodchild et avec Yannick Bestaven, qui ont été un petit peu moins rapides, mais quand même, on dépasse les 450 000, donc c'est-à-dire qu'ils ont repris également un petit peu de temps par rapport aux 4-2 devant, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux, ce qui leur permet voilà, de rester à moins de 1000 milles, on va dire, de retard, sauf Bestaven qui est un petit peu plus loin, mais ça leur permet voilà, de remonter un petit peu, même s'il va falloir maintenant cravacher pour attraper les bateaux de devant qui se sont échappés à l'avant de la course. Troisième peloton, là c'est le deuxième peloton, le troisième peloton, le groupe Justine Métro, Boris Herrmann, Clarisse Kramer et Samantha Davis, pardon, qui sont voilà, côte à côte. Samantha Davis a même dit qu'elle s'envoyait des blagues avec Justine Métro et Clarisse Kramer, hein, un petit peu pour se réconforter, parce que quand vous êtes à côté des Kerguelen, vous sentez bien la solitude. Et avec Boris Herrmann, voilà, ils ont un petit groupe WhatsApp, les quatre, parce qu'ils sont ensemble et voilà, ils sont un petit peu dans la même galère. Et les vitesses sont extrêmement proches hein, dans ce groupe-là. Vous voyez, ils sont entre 460 et 470 000. Donc c'est vraiment toujours très proche. Donc c'est un beau combat là entre la 10e et la 13e place du général. Pour le moment, il y a 50 000 d'écart seulement hein, entre la 10e et la 13e place donc dans ce groupe-là. Donc c'est assez intéressant. Et puis les moyennes sont pas mal, hein, 463 000, 470, 471, 460. Mais elles sont équivalentes à peu près à Bestaven et à Paul Meillat. Donc on a du mal à revenir sur eux. Malgré tout, les vitesses sur les 4 dernières heures sont bonnes et ils vont plus vite que les bateaux du classement de tête. Derrière, eh bien, la fameuse dépression, ce qui permet à Benjamin Dutreux d'aller pas très vite, parce que lui, il a eu de la molle, Benjamin Dutreux, si on regarde les 24 dernières heures, vous voyez, il a dû jouer avec cette zone de molle, ce qui est toujours un petit peu contraignant. Voilà, il a dû avoir du vent moins fort, donc pas mal également de petits empanages, hein, de petites jibes pour s'en sortir, alors que la trajectoire de Romain Attanasio, elle a été plus nette. Quoique, ouais, pas vraiment non plus. Sauf que Romain Attanasio, lui, s'est pris la dépression en pleine poire, donc il va encore moins vite. Hein, il a perdu une vingtaine de milles par rapport à Benjamin Dutreux. Et en fait, c'est Pip Air qui s'en sort bien, avec, je rappelle, le bateau recordman de l'épreuve pour le moment, avec 451 000 de parcouru sur les 24 dernières heures. On retrouve ensuite Damien Seguin, le nordiste, dans l'affaire. Là aussi, ça va pas extrêmement vite et surtout 370 000 contre 452 000 quasiment parcourus par Jean Le Cam, record du bateau à 32 nœuds, record de vitesse, il disait Jean Le Cam, il n'avait jamais été aussi vite avec un bateau. Donc ça pousse avec Jean Le Cam, et si on prend le sister ship,
de Jean-Luc Ham, c'est-à-dire Eric Bédion. Ça va vite aussi, c'est les deux bateaux les plus rapides sur les 24 dernières heures du côté des bateaux à dérive, avec 391 000 faits par Eric Bédion, mais surtout Jean-Luc Ham, 452 000. Pourquoi il est allé vite? Déjà parce qu'il a eu du vent, mais pas du vent trop fort, donc il a pu mettre de la toile. Deuxièmement, peu de mer, donc c'est ce qui lui a permis d'avoir cette bonne moyenne, et 82 000 quasiment de parcouru sur les 4 dernières heures, donc il va plus vite également que Charlie Dalin. Et Isabelle Dioche également va vite, comme Alan Roura. Les trois compères, là, ça pulse en ce moment. Et ils sont en train de s'échapper par rapport... Jean-Luc Ham s'échappe par rapport au reste de la flotte des dériveurs. Notamment Tanguy Le Turquet, Benjamin Ferret. Tanguy Le Turquet qui disait... J'ai fait preuve un peu d'inexpérience dans les mers du Sud. Voilà, il disait... j'aurais peut-être dû passer en fait un peu plus au nord, faire comme Jean-Luc Ham, parce qu'il a dit j'ai voulu aller dans les zones où il y avait le plus de vent en me disant comme il y aura du vent, le bateau va être poussé. Sauf qu'il a dit le problème c'est que j'ai été dans des mers qui étaient extrêmement dures, donc déjà j'ai cassé du matériel, et deuxièmement comme le bateau tapait beaucoup, j'ai été obligé de sous-toiler énormément pour éviter que le bateau enfourne trop, donc au final... mes vitesses n'étaient pas excellentes, et on le voit, il y a 150 000 d'écart, et en plus Tanguy Le Turquet disait je suis obligé maintenant de remonter plein nord, donc ça va me faire perdre des positions en termes de trajectoire, et disait qu'il était plutôt proche de Benjamin Ferret, et c'est le cas, donc plutôt deuxième de ce classement, donc belle bagarre pour la deuxième place même de ce classement, parce que vous voyez Benjamin Ferret, Tanguy Le Turquet, vous avez également Sébastien Marseille et Violette d'Orange, tous sont extrêmement proches, et vous voyez qu'entre Violette d'Orange et Sébastien Marseille, on est vraiment côte à côte, et Benjamin Ferret a fait quand même 351 000 alors qu'il était fatigué, donc on voit que son bateau est quand même efficace. Je rappelle que c'est l'ancien Massif vainqueur en 2012-2013. Arnaud Boissière, lui, il a fallu réparer, il a fallu monter au mât. Il était content parce qu'il a réussi à monter au mât dans des conditions qui étaient forcément exigeantes. Et il a réussi à réparer, mais ça lui a coûté forcément des milles par rapport au reste de la flotte, et notamment sur un bateau équivalent, Giancarlo Pedoté dans l'affaire, qui a du mal à aller beaucoup plus vite que Benjamin Ferret en passant. Les deux sudistes, Tanguy, Louis Duc et Guirec Soudé, vous voyez que ça a du mal un petit peu à avancer, 321 000 et 337 000. Alors Louis Duc est sur des vitesses qui sont assez équivalentes au final à ce que fait Violette d'Orange par exemple, mais ça a du mal un petit peu à avancer, et puis surtout ils sont obligés de prendre ce bord nord qui leur coûte pas mal de positions pour se réaligner, on va dire, un petit peu avec le reste de la flotte. Antoine Corny continue d'avancer, 306 000. Il est remonté un petit peu, c'est plus concurrent le plus au sud. Il est désormais un petit peu distancé avec Oliver Air, mais toujours quand même dans le match. Si on regarde, ils ont 3100 de retard. Oui, ils sont à moins de 500 000 de Jean-Luc Ham, donc ça reste quand même une distance tout à fait raisonnable, surtout qu'eux, ils viennent seulement de passer le cap de Bonne-Espérance, ils sont à la sortie de l'Afrique, donc la course est encore longue. Derrière, vous avez le groupe un petit peu des Gentleman Drivers, avec Manuel Cousin, Fabrice Amédéo, ou encore... alors, Denise Van Weinberg, on m'a dit qu'il ne fallait pas prononcer comme ça, on m'a dit qu'il fallait prononcer, hop, je reprends le petit message qu'on m'a marqué dans les commentaires. On m'a dit qu'il fallait que je prononce Denis Vanne ça va être dur. Vanne Weinberg. Voilà. Donc, je pense que je vais... Alors, bon. Alors, déjà, si j'avais pleuré à chaque fois qu'on avait mal écrit mon prénom, j'aurais plus de larmes. Déjà, je fais partie de ces gens comme ça. Deuxièmement, je fais partie également des gens où... Si on bute à chaque fois qu'on prononce le nom d'un concurrent, je considère que c'est un problème. C'est pour ça que je ne dis pas forcément Vingegaard, notamment du côté du cyclisme, que je dis Tom Boonen alors qu'on dit Bonen. Mais si on a du mal à prononcer la sonorité et qu'à chaque fois on bute sur le nom, c'est un petit peu problématique. Et là, très clairement, si à chaque fois que je dis Denis Van Weinberg, c'est pas beaucoup mieux. Oui, je sais que j'ai pas la bonne prononciation, mais excusez-moi, d'une langue à l'autre, et parfois il y a des sonorités qui n'existent pas, ou qui ne se prononcent pas de la même manière. Voilà. Donc Denise Van je vais le réécrire, mais Van Weinberg, voilà, qui est donc pour l'instant 36e.
Ça lui a fait une belle pub pour Diteren Group en passant. Et puis Jin Kun-chu, voilà, qui a trouvé un calamar sur son bateau. Il ne savait pas comment le cuisiner. Voilà, il réfléchissait à comment le cuisiner, Jin Kun-chu, voilà. Le concurrent chinois. Et puis donc Salbosch Veres, qui a retrouvé des couleurs et qui n'est pas le plus lent, surtout. 243 000 de parcouru, donc plus que Kojiro Shirashi, notamment, mais qui est dans les conditions les plus chaudes, 22 degrés pour le moment, pour le concurrent hongrois. On regarde tout de suite les statistiques sur les 24 dernières heures. Nicolas Huven, donc, qui a fait le plus de 1000 en 24 heures devant Jérémy Bayou. Il a quand même fait 20 km, 25 km de plus que Jérémy Bayou, alors que tous les deux sont côte à côte, donc il a rattrapé un petit peu son retard par rapport à Charal. Clarisse Kremer, 3e, juste devant Boris Herrmann et Justine Métro et Samantha Davis. Mais vous voyez que dans ce groupe, entre la 10e et la 13e place, entre Samantha Davis et Clarisse Kremer, sur la journée, il y a seulement 20 km de différence. Donc c'est vraiment rien. Bestaven, lui, est 6e. 7e, pardon, Jean Le Cam est 8e. Premier bateau à dérive droite. Pip Air est 9e. Sam Goodchild est 10e. Du côté des vitesses en 24 heures, juste pour vous indiquer que la vitesse de Benjamin Ferré est toujours la vitesse la plus rapide sur 2 points en 30 minutes. Par contre, elle a été diminuée. Je rappelle que jusqu'à maintenant, il était indiqué qu'elle était à 32 nœuds, cette vitesse. Désormais, elle a été réévaluée à 29 nœuds 18, ce qui fait que l'écart par rapport à Sébastien Simon n'est plus que d'un nœud de différence, et plus 4 quasiment, comme on avait précédemment. Voilà, donc ça a été abaissé de quasiment 3 nœuds. L'écart avec le record, assez similaire au jour précédent, on est à 500 km de différence, donc 500 km de retard pour Charlie Dalin par rapport à Armel Lecléache pour le moment, donc par rapport aux 74 jours, 3 heures et 35 minutes, le record de 2016-2017 qui donc pour l'instant tiendrait toujours, mais la course est encore longue, on a encore la moitié d'un tour du monde à faire. Eh bien, j'espère, plus de la moitié d'un tour du monde même à faire. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!